L'idée, par contre, tout le monde est disponible. Si tu as besoin de sortir, c'est OK. Tu prends une minute et tu reviens. C'est tout bon de notre côté. Est-ce qu'on voit bien ton écran? Parfait. Ben, écoute, je vais te laisser débuter. Et puis, encore merci pour ton intervention. Ok, merci à vous. Merci David pour l'invitation. Je vous vois pas trop, mais bon, on aura le temps de toute façon d'échanger à l'issue de mon intervention, hein. Je pense que ça va pas durer plus de 20-25 minutes, donc on aura largement le temps d'apprendre à se connaître et puis de répondre à vos éventuelles questions. Donc, comme l'a dit David, moi, bonjour à vous toutes et tous. Je m'appelle Camille Aubert et je suis là aujourd'hui pour vous parler des risques de blessures dans le sport de haut niveau et notamment de sa gestion, de sa prévention et de son accompagnement. Et je vais vous faire part tout au long de cet échange, en fait, de mon expérience personnelle que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière de jeune joueuse de basketball et aussi de joueuse professionnelle. Et je vais donc tenter justement de vous apporter ma vision personnelle dans ce rapport à la blessure. Alors, pour vous présenter le sommaire, on démarrera par une introduction sur mon parcours personnel et mon rapport justement à la blessure pendant ma carrière de haut niveau, et on évoquera ensemble les causes du risque de blessure. Ensuite, nous identifierons les 4 paliers qui rendent la récupération optimale et qui est souvent liée à la notion de performance, forcément. Puis, je vous donnerai ce que j'appelle ma boîte à outils afin de rendre votre récupération la plus complète possible. C'est vrai que malgré votre jeune âge, il faut déjà prendre conscience de l'investissement à faire sur votre corps et de le faire dès à présent et de ne pas perdre de temps justement. Et puis, je vous présenterai les erreurs à ne pas commettre lorsque vous êtes blessé, forcément, ou en reprise de blessure, issue, encore une fois, de mon expérience personnelle. Et enfin, je vous distillerai quelques petits conseils pour prendre soin de votre corps et de votre mental pendant ces périodes de doute, ou encore pour pouvoir accompagner votre reprise sur les terrains dans les meilleures conditions. Et comme je vous le disais, nous aurons le temps de terminer cette intervention par un temps d'échange si vous avez des questions ou des interrogations un peu plus particulières concernant ce sujet. Je vous rassure, je ne suis pas du tout kiné ou ostéo ni docteur, mais voilà, c'est vraiment un échange purement d'expérience par rapport à la gestion des blessures. Alors, pour démarrer, je me présente. Donc, je m'appelle Camille Aubert, j'ai 33 ans et je suis actuellement entraîneur de basketball en formation. Justement, j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, comme vous pouvez le voir sur la première photo, en évoluant donc dans l'ensemble des catégories de jeunes jusqu'à être repéré par Thierry Moulec pour intégrer le pôle espoir des Pays de la Loire à l'âge de 12 ans. Et au Pôle France en 3e à l'âge de 14 ans. Tout ça pour vous dire que j'ai pratiqué le basketball pendant près de 25 ans, dont 13 ans en tant que joueuse professionnelle. Et donc, comme vous vous en doutez peut-être, une carrière est faite de haut et de bas. Et pour ma part, j'ai subi ma première opération des ligaments croisés du genou à l'âge de 15 ans en équipe de France jeune. Et comme toutes les expériences, les premières expériences, on va dire, elles marquent forcément à vie, on va dire. À cet âge-là, on n'est pas encore, je dirais, préparé mentalement à gérer une grave blessure. Et donc, pour cette petite anecdote, on va dire que suite à cette blessure, justement, je vais voir un docteur au CHU de Nantes qui ausculte mon genou dans un premier temps et qui me dit « Bon, Cam, vu ton jeune âge, on va dire que le basketball, tu peux arrêter tout de suite de jouer. » Et en fait, c'est une chose que je savais pas sur le coup, mais les chirurgiens, ils se posent toujours des questions sur l'âge minimum, en fait, qu'un joueur peut subir pour avoir une opération, pour se faire opérer à 15 ans. Et parce qu'en fait, à cet âge-là, on est encore censé grandir, on est encore censé, notre corps est encore en pleine transformation. Et donc, pour ma part, en fait, j'ai eu de la chance puisque ma croissance était arrivée quasiment à terme.
Donc, j'ai fini par me faire opérer et suivre bien sûr le protocole de rééducation de 9 mois. Et j'insiste bien là-dessus sur le fait de respecter justement les protocoles de rééducation, car on sait ô combien les joueurs sont souvent pressés de reprendre et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils mettent en danger leur reprise. Donc, comme je vous le disais, pardon, il y avait une question? Non, c'est bon. Non, pas de question. Donc, comme je vous le disais, en fait, en préambule, j'ai pas été épargnée par les blessures, hein, puisque j'ai donc connu 2 nouvelles opérations du genou, mais aussi des nombreuses entorses de la cheville, notamment, quelques déchirures, hein, des côtes cassées aussi, et puis quelques points de suture. Dont j'ai encore forcément les cicatrices de guerre. Bref, on va dire que c'est un peu les risques du métier, mais au-delà, on va dire au-delà du facteur de la malchance ou de la génétique, souvent comme on entend parler, c'est souvent en fait dû soit au surentraînement, soit à une technique, on va dire, sportive inadaptée ou inadéquate, mais surtout à un manque de sommeil, une malnutrition aussi, pourquoi pas une déshydratation et surtout un manque de soins. Et en fait, c'est ces 4 piliers de la récupération hein, qui sont essentiels lorsque vous pratiquez le sport en haute intensité. Et donc, c'est ce que nous allons voir dès à présent. Alors, la récupération, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on peut dire que la récupération, en fait, c'est l'ensemble des processus que vous allez mettre en œuvre et qui va vous permettre de retrouver l'intégralité de vos moyens physiques en vue justement d'atteindre une prochaine performance. En gros, la récupération, ça représente le temps nécessaire après un effort, quel qu'il soit, voilà, au niveau de l'intensité, pour que votre organisme, lui, il retrouve un état, on va dire, optimal pour reproduire justement des efforts ou une performance, quelle qu'elle soit. Ce qu'on appelle souvent, je pense que vous en avez entendu parler, du travail de l'ombre ou travail invisible hein, qu'a dû vous enseigner vos entraîneurs et les personnes qui vous accompagnent au quotidien. Et en fait, ce sont l'ensemble de ces petites choses qu'on ne voit pas forcément sur un terrain de basket, mais qui sont indispensables dans une préparation d'entraînement ou d'un match, car en plus d'être importants, en fait, ils sont contrôlables, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent en fait que de vous et de votre investissement justement à leur égard. Alors, en premier lieu, bien sûr, on retrouve le sommeil, surtout à votre âge, hein, qui est à mon sens même le plus important des 4 piliers, s'il faut en dégager en tout cas un sur les 4. Et je vous ai mis Sleep is Magic Pill, c'est voilà, un entraîneur américain issu du monde du football et spécialiste notamment de la performance dans le sport de haut niveau, qui a dit à propos du sommeil que c'était une sorte de pilule magique pour les sportifs et où il fallait justement lui accorder une importance toute particulière et capitale, et que selon justement des études notamment canadiennes, il est recommandé, je pense que vous avez dû l'entendre, de dormir 8 heures minimum, en fonction bien sûr des profils des personnes, et que selon justement cette enquête, en fait, les gens qui n'auraient pas ce rythme de sommeil auraient 1,7 fois plus de risques de se blesser que les athlètes justement qui dorment 8 heures minimum. De même, je ne sais pas s'il y en a qui font la sieste ou en tout cas qui ont le temps, parce que je sais que vos emplois du temps ils sont ultra chargés, mais la sieste c'est une pratique courante dans le sport de haut niveau et je vous souhaite hein, d'avoir une carrière professionnelle, mais c'est souvent les joueurs professionnels font souvent aussi une sieste en plus de leur nuit au quotidien, et on dit souvent que dormir 20 en fait à 30 minutes serait bénéfique sur l'organisme. Donc forcément, présenterait des bénéfices sur votre corps et sur des efforts brefs, en fait, qui nécessitent justement des prises de décision, donc comme on peut le voir au basket, justement. Et donc, on a la sieste de 20 à 30 minutes, qu'on appelle la power sieste, et la sieste un peu plus longue d'une heure ou d'une heure et demie, qui est là, elle, on dit qu'elle est souvent efficace quand vous avez mal dormi ou que vous avez un manque de sommeil, par exemple, donc ça vous permet de récupérer un peu plus en profondeur. Mais bon, dans tous les cas, les siestes permettent d'augmenter clairement les performances, vos performances en tout cas cognitives hein, ou physiques,
même psychologiques que vous pouvez avoir sur un terrain. Donc là aussi, une petite astuce, c'est qu'on parle souvent, en fait, quand on parle de sommeil, de routine de sommeil ou de routine d'endormissement, en fait. Et là, vous êtes complètement concerné puisque on va dire qu'à l'heure de l'explosion un peu des réseaux sociaux et du numérique, hein, qui concerne votre génération surtout, on est tous tentés par voilà, s'endormir avec son téléphone ou regarder les dernières publications un peu en last minute. Et en fait, selon encore une fois sorties d'études, pour optimiser vraiment la qualité de votre sommeil, il faudrait opter pour une routine de sommeil, ce qu'on dit, donc forcément sans écran, désolé, comme par exemple ajouter un peu de mobilité le soir, un peu d'étirement, un peu de méditation, un peu de lecture, et se dégager de tous les écrans. Je pense que vous en avez entendu parler. Et là, on serait dans une préparation, en tout cas à l'endormissement, on va dire, optimale. Voilà en ce qui concerne le sommeil. Ensuite, on a souvent entendu parler entendu dire que l'alimentation, qu'au niveau de l'alimentation, bien manger, c'est bien jouer. Et même si l'on est tous d'accord. Okay. Oui. Est-ce que je peux t'interrompre pour poser une petite question, justement? Vas-y. Ouais. Par rapport aux routines d'endormissement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des routines d'endormissement, qui veulent les partager? Vas-y. Ah, vas-y, tu réponds pas à la question directement. Alors, on va d'abord répondre à la question, puis après tu poseras la question. Ok. Tu pourras répéter, David, parce que j'entends pas bien. Ouais, je vais te transmettre la réponse. La demande. Ok. Alors, je garde ça dans le coin de ma tête. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des routines d'endormissement? Ouais, non? Pas de choses particulières que vous avez l'habitude d'installer pour dormir? Okay. Donc, la question, c'était est-ce que le fait d'écouter la musique, et toi, de ta propre expérience, ou peut-être des autres joueurs avec qui tu as pu évoluer, est-ce que le fait d'écouter la musique peut être associé à une routine d'endormissement? Oui, oui, bien sûr. Je vous dis, hein, je ne suis pas professionnelle, spécialiste. C'est vraiment essayer de vous apprendre à vous connaître et de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur vous. Et donc, la musique, forcément, ça peut faire partie d'une routine d'endormissement, à condition que, bien sûr, que ce soit une musique plutôt calme, plutôt douce, et justement qui te mette dans un état un petit peu de, on va dire, d'hypnose, un peu d'endormissement comme on le dit. Mais voilà, je ne sais pas quelle musique tu écoutes avant de t'endormir, mais en tout cas, il y a beaucoup de pratiques de méditation, oui, qui offrent la possibilité aux personnes, en fait, avant de s'endormir, de justement, pour se détendre et pour détendre leurs muscles et leur organisme, écoute de la musique plutôt zen, ouais. Est-ce que c'est le cas pour toi? C'est OK. On est d'accord que tu n'écoutes pas la même musique avant un match ou avant de t'endormir, non? Okay. Mais ouais, non, c'est une bonne question et j'en ai pas parlé, mais ça peut faire effectivement partie de certaines routines, ouais. Mais après, comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Forcément, il y a des choses qui marchent quand même plus souvent sur le commun des mortels, on va dire. Mais à vous de tester, en fait. À vous de tester et à vous de voir combien de temps, à partir de combien de temps vous vous endormissez, la profondeur de votre sommeil. Et le matin, quand vous réveillez, si vraiment vous avez, on va dire, désolé pour l'expression, mais la gueule dans le sac ou si vous êtes plutôt, si vous avez plutôt bonne mine, quoi. À vous d'évaluer un petit peu votre sommeil réparateur. Ok? On enchaîne, David? C'est bon? Merci, ouais. Alors, donc l'alimentation, comme je vous le disais, bon, vous avez tous entendu l'expression hein, bien manger, c'est bien jouer sur les spots publicitaires notamment, sur les écrans. Et je vous dis, bon, votre performance, elle se résume évidemment, et malheureusement, on va dire pas qu'à ça, mais l'alimentation, elle reste vraiment essentielle dans votre récupération et dans la préparation d'un sportif de haut niveau que vous êtes.
Et je dirais plutôt, au lieu de dire bien manger, c'est bien jouer, c'est plutôt bien manger, c'est se préparer, on va dire, à bien jouer. En privilégiant forcément les glucides, hein, qui est la principale source de carburant et d'énergie pour votre organisme, mais aussi les protéines, hein, que l'on retrouve aussi forcément dans l'alimentation et qui aident les tissus à se réparer en fait, et notamment à la suite d'une blessure, hein, musculaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une déchirure ou en tout cas qui ont une blessure musculaire, mais voilà, ça peut aussi régler certaines formes de stress. Et bien sûr, les fruits et légumes, hein, où là, vous avez aussi entendu dire qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, puisque justement, ils sont riches en fibres, en vitamines aussi, essentielles pour le sport, et puis aussi en minéraux. Voilà. Ensuite, forcément, les aliments gras, hein, je dis pas que vous n'avez pas le droit d'en manger, mais ils sont forcément à bannir un petit peu de votre alimentation, car voilà, ils exigent en fait un travail de digestion un peu plus long, et ça favorise aussi l'inconfort, on va dire, gastrique au niveau de votre corps pendant les efforts. Et enfin, j'insiste sur ce dernier point où il est primordial de consommer 5 repas par jour et d'insister vraiment sur le petit déjeuner, puisqu'il voilà, c'est le premier repas de la journée, donc il faut vraiment prendre des forces. Et là, je sais que, je sais pas, on aura le temps d'en parler, mais que parmi vous, c'est difficile, c'est peut-être difficile de manger le matin et justement de manger, en tout cas, d'avoir ces 5 repas, hein, au quotidien. Voilà. Ensuite, troisième pilier de la récupération, on va dire, et pas des moindres, c'est l'hydratation. Quand on sait en fait que notre cerveau il est constitué essentiellement d'eau, il en a donc besoin forcément énormément pour fonctionner. C'est pour ça en fait qu'on dit qu'il est indispensable de ne pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater, pour boire. Sinon, en fait, en quelque sorte, vous mettez votre cerveau un petit peu en danger et il fonctionne forcément moins efficacement, donc que ce soit au niveau de l'attention, de la concentration, la prise de décision, forcément, il est moins efficace. Donc, on peut dire aussi à ce propos que je ne sais pas si vous le savez, mais il est également responsable en fait de la régulation de votre chaleur corporelle et de la compensation aussi des pertes sudorales, c'est-à-dire en fait la sueur. Quand vous êtes à l'effort, votre corps, pour fonctionner, il a besoin d'énergie, ça fabrique de la chaleur. Et quand vous êtes en plein effort, forcément, vous suez un peu plus que lorsque vous êtes comme ça, tranquillement installé dans votre fauteuil. Donc, l'hydratation, elle est vraiment régulière et elle doit être essentielle, en fait, à prendre en compte autant que l'alimentation et du sommeil. Et on dit souvent à ce propos qu'il faut boire à température ambiante pendant l'effort, par petites gorgées aussi, à réseau de 15-20 minutes, en fait, environ. Et surtout de boire beaucoup après vos entraînements et après l'effort pour justement récupérer de votre déshydratation. Voilà. Ça, c'est concernant l'hydratation. Et enfin, on va dire pour rendre votre récupération optimale, je vous ai mis les soins. Voilà. Là encore, avec la petite phrase, il ne faut pas attendre d'avoir mal pour aller voir le kiné ou l'ostéo. Dans ce cas-là, précisément, on parle de prévention en fait. Et avec l'essor, on va dire, des appareils de récupération, hein, que vous avez entendu parler forcément, tels que la cryo, la pressothérapie aussi, les rouleaux de massage, les élastiques, bref, j'en passe. On peut dire que vos possibilités, finalement, elles sont vraiment multiples et que ça reste quelque chose d'accessible en tout cas et de mis en place au quotidien dans votre fonctionnement. Voilà, tout ça pour dire que le sommeil, on va dire, et l'alimentation, ça reste quand même les principaux facteurs qui participent, s'il faut en dégager deux, qui participent à l'origine et qui sont à l'origine forcément d'une bonne récupération et, je vous dis, de votre performance sur les terrains, car elles sont vraiment intimement liées. Alors, je ne sais pas si cette image vous parle, mais je vous ai mis en fait cette métaphore de l'iceberg qui, pour moi, illustre
parfaitement en fait ce qu'il y a derrière votre réussite sur le terrain, où en fait l'apparence du succès se cache énormément dans votre investissement et dans votre travail au quotidien, et qui représente justement la partie en fait qui est immergée dans l'eau là sur l'iceberg, et qu'on voit pas forcément. Le problème avec ça, c'est qu'on a tendance en fait souvent à se décourager, voire à abandonner lorsqu'on ne voit pas le résultat de nos efforts. C'est moins palpable forcément que de réussir des lay-ups sur un terrain de basket. Mais voilà, c'est valable dans le sport et à l'entraînement, et dans tous les domaines de votre vie en fait, que vraiment le travail de l'ombre prépare votre performance et votre performance justement sur les terrains. Alors j'espère qu'avec justement cette illustration, vous aurez saisi que votre succès en fait et votre performance se construit le plus souvent dans la partie immergée de l'iceberg, où vous voyez là, je vous ai remis le sommeil, l'alimentation, les bonnes habitudes, voilà, les choses qui ne se voient pas forcément sur un terrain de basket, mais qui sont à l'origine justement de votre prestation et de votre réussite forcément. Vous l'aviez déjà vu ce dessin ou pas? À quel moment? Je sais pas, dans des interventions ou peut-être dans des livres ou sur les réseaux sociaux aussi. Fais le lien avec justement l'iceberg que tu présentes, parce que il est apparu à un autre moment. Ah oui, dans le conscient et l'inconscient peut-être? Non, non, quand je dis un autre moment, c'est un autre moment sur des temps justement d'échange, de réunion sur le pôle espoir. Ok. Bon, il est en Exactement. anglais, mais je pense que oui, parce que ça vient d'un américain, hein, Berbère de mémoire, il me semble, Bernard, mais je pense que vous pouvez le trouver facilement aussi en français, et c'est vrai qu'il est adaptable à plusieurs thèmes, quoi. En tout cas, sur le travail de l'ombre, je pense que là, ça prend tout son sens avec cette illustration. Donc, vous pouvez facilement, ça peut faire tilt facilement dans votre esprit, en tout cas. Alors, ici, la caisse à outils, en fait, je vous ai mis à l'image d'un bricoleur, hein, qui a besoin de sa caisse à outils pour réparer les petits problèmes ou les situations qu'il doit résoudre. Le sportif, lui, pour mener en fait à bien sa carrière, il nécessite aussi plusieurs éléments qu'il peut se procurer en fait très facilement, hein, et qui constituent, on va dire, son bagage essentiel au quotidien, qui l'aidera dans sa préparation, sa récupération aussi, ou dans la gestion de ses blessures. Car comme je vous le disais en préambule, hein, il faut dès à présent, on va dire, investir dans son corps. Alors, parmi les outils nécessaires, je pense que vous en connaissez la majorité. Je vais commencer par le cahier de suivi, le petit carnet que vous voyez sur la photo. Et pour l'anecdote, qui avait été en fait mis en place pour ma part lorsque j'étais au Pôle Espoir de Nantes avec Thierry Moulin, et qui nous permettait en fait, nous, jeunes sportifs, hein, dont j'avais votre âge, de rassembler tous les documents propres justement à notre santé, à notre suivi, pour justement ne pas les égarer et les avoir à proximité pour lorsqu'on allait voir en fait des spécialistes. C'était valable pour, je sais pas, par exemple les prises de sang, les comptes rendus de radio, d'IRM ou encore les ordonnances médicales. Et en fait, c'est un outil que j'ai jamais cessé d'utiliser tout au long de ma carrière de joueuse, et qui constitue, on va dire, en quelque sorte, mon dossier médical personnel, en complément aussi forcément du carnet de santé. De même, justement, et pour accentuer, on va dire, mon discours sur l'importance de l'hydratation, je me promène toujours avec une gourde, voilà, une gourde d'eau avec moi. Je ne sais pas s'il y a ma photo encore, mais je vous l'ai mis d'ailleurs, oui, je vous ai mis une petite photo sur la présentation là, mais voilà, elle est jamais très loin de moi, et c'est vrai que grâce à ça, en fait, j'ai toujours une gourde ou de l'eau sur moi, quel que soit l'endroit où je vais, en fait. On retrouve aussi, je vous ai mis sur la présentation, hein, tous les autres moyens de récupération vus précédemment, donc les rouleaux de massage, le pistolet aussi là,
de massage, le gun, les appareils d'électrostimulation, mais également une paire de collants de contention. Alors au début, ça m'avait fait drôlement sourire quand on m'avait présenté ces collants-là, et je suis allée prendre de mes petites mesures à la pharmacie, mais voilà, quand on comprend en fait les bienfaits que ça peut avoir sur la circulation sanguine, notamment après des gros efforts, et puis aussi pour forcément éliminer les toxines, ben, on comprend que voilà, une petite paire de collants, ça paye pas de mine, ou plutôt si ça paye un peu de mine, mais c'est facile, on peut facilement s'en procurer. Et puis enfin, je vous ai mis les élastiques, la corde à sauter ou les tapis de yoga, là, un petit peu pour la préparation, notamment de votre corps à l'échauffement, ou aussi dans votre chambre en récupération. Camille, moi j'ai une question sur le matériel que tu utilises, enfin, que tu utilisais, pardon. Ouais, j'utilise encore. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a un que tu préconises justement ou que tu utilisais à leur âge? Alors moi, à leur âge, bon forcément le gun, il n'existait pas encore, hein, et puis je crois que c'était les rouleaux de massage aussi et les élastiques. C'est vrai qu'il n'y avait pas ces petits appareils. Mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai toujours eu le petit carnet de santé déjà, donc pour avoir vraiment toutes les informations à proximité et avoir vraiment ça permet vraiment de garder. Des fois, on oublie voilà les blessures qu'on a pu avoir dans notre petite carrière, on oublie le côté de la cheville, on oublie l'importance de la blessure, et au moins quand on va avoir des spécialistes, ils connaissent tout notre vécu. Donc ça, c'est vraiment un outil pratique, je trouve, et je vous dis, je l'utilise encore aujourd'hui. J'en suis à mon 3e cahier. Et voilà, j'ai toujours rassemblé justement toutes les prises de sang et tous les comptes rendus. Donc ça, c'est un outil que j'utilise même encore aujourd'hui avec la gourde. Après, à votre âge, moi, j'avais un Compex, un petit boîtier là d'électrostimulation pour notamment le retour veineux. Bon, voilà, je suis pas scientifique, ça marchait bien sur moi, encore une fois, après les gros matchs où vous passez, je pense que vous en êtes témoin, vous passez beaucoup de temps dans les minibus pour les matchs, vous enchaînez beaucoup, hein, vous n'avez pas de jours off, et vous n'avez pas encore de kiné forcément trop à votre disposition, en tout cas tous les jours, donc ou les week-ends, notamment après vos matchs de club. Donc c'est vrai que voilà, en rentrant d'un match le samedi ou le dimanche, bon, ça va être le dimanche, je me mettais mes collants et puis je me faisais une petite séance d'électrostimulation dans le car, dans le bus, dans le minibus, voilà, pour essayer de gagner du temps et puis de récupérer de façon la plus optimale possible pour être prête dès le lundi à réenchaîner avec une semaine. Voilà ce que j'utilisais, parce que encore une fois, je vous dis, j'étais pas à votre époque où là vraiment il y a eu une explosion un petit peu du matériel de récupération. Mais voilà, attention par contre, on le verra dans les erreurs à commettre juste après, mais attention, il faut quand même savoir s'en servir. Et savoir quand s'en servir pour pas justement mettre en danger, avoir l'effet inverse et pas mettre en danger votre corps, votre organisme, et ne pas peut-être accentuer vos blessures. Donc là, dès que vous vous procurez un outil, en tout cas, ou un appareil, attention à bien échanger aussi avec les spécialistes qui vous accompagnent. Ok, super, voilà. merci. Alors, je passe à la diapo suivante. Je vous ai formulé ici des erreurs, on va dire, à ne pas faire. Donc là, encore une fois, hein, issu de ma petite expérience et de ce que j'ai pu entendre aussi sur votre génération au contact de jeunes joueurs. Alors, à commencer par ne pas communiquer avec le staff technique ou médical lorsque vous avez mal quelque part. Et là, notamment, on va dire à l'approche d'une compétition ou d'un match, par peur forcément de ne pas jouer, ben voilà, dès qu'on a mal quelque part, on ne dit rien, et surtout, il faut pas le dire pour rester compétitif. Et en fait, souvent en faisant ça, ça aggrave le fait de continuer de jouer. Vous partez d'une petite blessure, ça aggrave votre blessure, et au lieu d'avoir été arrêté peut-être 1 jour, 2 jours et de ne pas avoir condamné votre match, vous allez aggraver votre blessure et forcément avoir un délai d'indisponibilité plus grand. Donc vraiment, il ne faut vraiment pas avoir peur dès que vous sentez une gêne, même si ça reste une gêne et que ça vous paraît banal, ne pas hésiter d'en parler
autour de vous avec les staffs, on va dire, concernés et de ne pas avoir peur par rapport à ça, justement. Ensuite, deuxième point, pensez que lorsque l'on est blessé, on n'a pas besoin de repos. Or, là aussi, c'est une idée reçue qui est fausse, car il faut savoir qu'en fait, c'est pendant votre sommeil que vos muscles, votre peau, mais aussi vos os se régénèrent et en fait se réparent. Et c'est donc pendant que vous dormez que vos muscles se forment et que vos blessures, justement, en tout cas, elles guérissent. Donc, on est dans un processus ici vraiment de cicatrisation, hein, de réparation aussi de vos cellules, d'oxygénation. Et donc, forcément, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de bien comprendre parce qu'on se dit, bon, bah non, je suis blessée, je m'entraîne plus, donc voilà, j'ai pas besoin de dormir mes 8 heures. Au contraire, plus vous allez dormir, voilà, plus votre corps va se reposer et plus le renouvellement, on va dire, cellulaire va s'opérer. Donc, votre métabolisme, en fait, il entre dans une phase de repos et il représente vraiment cette étape, on va dire, indispensable à la régénération de votre corps et vos tissus musculaires et tendineux. Tout ça pour dire, voilà, que votre blessure, elle se guérit pendant que vous dormez. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ensuite, de même, comme je vous le disais, l'erreur à ne pas commettre, c'est reprendre en fait trop vite, trop tôt. Et dans ce cas-là, le risque de rechute de blessure est souvent très, très élevé. Donc, il faut être attentif en fait à ce que vous disent justement les spécialistes, hein, les docteurs, les kinés qui vous entourent et bien suivre les protocoles de reprise. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous en ai parlé, attention à l'auto-rééducation et l'automédication qu'on peut voir notamment et qui est accessible sur Internet, sur les réseaux sociaux ou en écoutant un voisin ou un copain. En fait, dès que vous voyez voilà, des exercices disponibles, ne pas hésiter encore une fois à en parler autour de vous, aux spécialistes, avant peut-être de s'engager dans une routine personnelle comme ça. Voilà. On sait très bien que des kinés, hein, quand vous êtes blessé, ils peuvent vous demander justement à faire des extra protocoles ou des extra exercices à faire chez vous. Mais là, encore une fois, voilà, c'est vraiment essayer de respecter ce que les professionnels vous recommandent. Ensuite, je vous ai mis lors de votre période de réathlétisation, donc c'est-à-dire cette période qui est la période de reprise, en tout cas sur les terrains. Là encore, il faut continuer en fait les soins et être dans une démarche préventive. On entend souvent dire que voilà, je suis plus blessée, hop, c'est bon, je suis de nouveau apte à jouer, j'ai plus besoin de soins. Alors que vous avez tous vécu ici, je pense, les périodes de reprise après l'été, hein, après les vacances, après un certain laps de temps où vous êtes dans le cas de figure où les soins en fait ils sont essentiels pour votre reprise parce que vous avez souvent plus mal à la reprise que pendant une saison parce que votre corps il s'est arrêté justement pendant un certain temps. C'est pareil pour la blessure, voilà, votre corps il a été à l'arrêt, il redémarre progressivement et souvent à la reprise c'est là où on a aussi beaucoup de courbatures. Donc c'est important vraiment de continuer ces soins même en période de réathlétisation, en période de reprise et de ne pas penser que ça y est, hop, j'en ai fini avec les kinés et je peux m'entraîner normalement. Non, ça fait partie aussi également de la gestion de l'après-blessure et de la reprise en fait. Et puis, Camille, ouais. Pour toi et les jeunes aussi, savoir si, notamment après les entraînements et après les matchs, alors notamment comme on peut voir un peu plus en NBA, t'avais un protocole justement de soins, alors que ce soit de glaçage, d'électrostimulation, d'étirement, de récupération active, qui te permettait de favoriser ta récupération quasiment immédiatement, quoi. Mon Dieu, et je viens d'y penser, merci David, j'ai oublié de vous mettre la poche de glace dans la caisse à outils alors que c'est le truc que j'utilisais tous les jours. Merci David, tu vois, ta question m'a fait tilt. Bien sûr, j'avais un protocole et surtout quand on a subi, hein, comme moi je vous le disais, multiples opérations des genoux et des blessures à la cheville. Faut savoir que quand je me blesse en fait au genou suite à une opération des ligaments croisés, je continue de me glacer
pendant un an après, en fait. Pendant un an après, j'ai continué de me glacer après chaque entraînement 20 minutes. Donc, c'est pour ça que j'avais notamment cette poche de glace là, avec les élastiques hein, que tout le monde a. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et je continuais de me glacer en fait après chaque entraînement et chaque match. Souvent, après une opération ou après une blessure, on sent que l'articulation, peut-être elle chauffe, elle grossit, il y a du liquide qui se met, il y a des inflammations qui se sont créées à l'intérieur de l'articulation. Et ces micros, en fait, on va dire que ces micro lésions qu'on a pu avoir pendant un match ou pendant un organisme, si de suite on ne la calme pas avec un peu de glace, à l'accumulation, ça peut devenir un peu plus compliqué, ça peut nous mettre justement à l'arrêt. Donc, pour empêcher tout ça, c'est vrai que moi, j'utilisais la poche de glace. Après, pour revenir à ta question vraiment sur le protocole, David, j'avais un protocole d'échauffement, moi, donc notamment de mobilité, d'étirement, de stretching, de mise en route avant l'entraînement et avant les matchs. Notamment, j'utilisais beaucoup la corde à sauter à l'époque, je me rappelle, et les étirements de style yoga, un petit peu de mobilité pour réveiller mon corps et avoir un peu plus de souplesse. Et à la fin des entraînements, j'aimais pas trop m'étirer après les entraînements. J'attendais souvent le soir ou le lendemain matin pour vraiment avoir ces séances de stretching. Mais en tout cas, je passais vraiment beaucoup de temps chez le kiné. Comme je vous le disais, c'est pas parce que j'avais mal à l'épaule, au genou ou à la cheville, mais je savais qu'il fallait que j'ai justement ce travail de prévention pour ne pas me retrouver encore une fois dans des moments où les douleurs, elles allaient arriver et que j'allais mettre un certain laps de temps avant de m'en défaire en fait. Ok. Est-ce que vous, les jeunes, vous avez, ou est-ce qu'il vous semble accessible de mettre en place quelque chose autour de votre quotidien? Quand je dis quotidien, c'est l'entraînement et la compétition de week-end. Là, comme ça, un petit peu à chaud. Ouais, ça serait quoi là pour toi? Et on va faire un tour de table. Un protocole d'étirement. Ok, pourquoi? Ok. Après les entraînements et après les matchs? Ok, ça marche. Divine, à chaud comme ça. Qu'est-ce qui, pour toi, la question, je reprécise, qu'est-ce qui, pour toi, te paraît accessible de mettre en place comme protocole? Ok. Simulation. Ouais, ok. C'est intéressant. Ça marche. Monsieur Lucas Dvorak. Ok. Alors, toi, tout serait accessible? Tu penses que tu seras en capacité de tout mettre en place par rapport à ça? Ou qu'est-ce qui serait pour toi le plus utile, le plus accessible? Ok. Étirement, glace, te relaye, hein, Camille. Ok. Ouais. Après, c'est important aussi c'est normal aussi de ne pas savoir à votre âge peut-être de savoir ce qu'on a besoin parce que, voilà, vous n'avez peut-être pas encore l'ultra connaissance de votre corps et de votre organisme et surtout des, on va dire des points forts, des points sensibles que vous avez. Mais là encore une fois, vous pouvez échanger aussi avec votre kiné, avec même vos entraîneurs pour savoir physiquement où est-ce que se trouvent un petit peu, on va dire, vos failles physiques par l'intermédiaire d'un protocole, en tout cas de renforcement aussi. Ça peut être, j'ai entendu les protocoles d'étirement qui sont très intéressants, mais ça peut être aussi les protocoles de renforcement, de gainage, d'abdos, de souplesse aussi, renforcement musculaire. Ça dépend vraiment de vos profils en fait. Et là, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de l'ensemble de votre staff pour essayer de savoir si vous n'avez pas d'idées qui vous mettent un petit peu sur le bon chemin. Amadou Frère, qui est en train de bailler, donc je vais te réveiller. Étirement et glace. Ok, donc ça, accessible à mettre en place régulièrement. Janelle, renforcement 2 pour toi. Et je suis. Okay. Alors ça, a posteriori, des entraînements et des matchs. Ouais, ok. Julien?
Ça serait quoi alors pour toi les parties dont tu as besoin? Des genoux? Ok. Un groupe musculaire autour des genoux. Ok. Mathieu, pour toi? Ok, étirement, mais étirement d'où? Ça serait où et quoi ces étirements? Comme ça, à chaud, mais ouais. Mais sur quel groupe musculaire pour toi par rapport à tes besoins? Ok. D'accord. Louis, tu veux partager? Ok, étirement sur quadriceps. Ok. Là, c'est renforcement cheville. Ok, dans la période. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que combien d'entre vous avaient ces habitudes-là post-entraînement, hormis sur le pôle et en club, les séquences d'étirement qui sont programmées, j'occulte ça, et également en match. Il y en avait qui ont des habitudes. Oui, toi, un. Ok. Après les matchs? Ok. Mathieu? Juste, donc, ok, donc pas après. Toi, donc pas après. En fait, après les matchs, vous n'avez pas de routine ou d'habitude qui permettent de favoriser la récupération. Donc ça, c'est un petit peu, là, je pense, un point à rajouter dans vos protocoles. Il y a ce qui se passe avant l'entraînement, avant le match, puis ce qui se passe aussi après, après les entraînements. Oui, ok, c'est intéressant. Ok. Ça peut être une question à poser. Camille, pour toi, justement, après les matchs, par rapport tu parlais d'hydratation tout à l'heure, est-ce que tu avais des habitudes, si ce n'est des routines, pour te réhydrater après les matchs? Et si oui, est-ce que tu pourrais partager ça auprès des jeunes? Ouais, alors bon, c'est pareil, il y avait pas encore l'essor un petit peu de toutes les boissons, là, on va dire, de récupération et énergétique, quoique il y en avait quand même certaines qui existaient déjà. Mais moi, je pars du principe que déjà, l'eau, c'est la boisson la plus efficace quand on est sportif. Moi, ce que je prenais après l'effort, vraiment juste après l'effort, c'était une boisson un petit peu protéinée au lait de soja. Voilà. Après, à vous de choisir la saveur, hein, vanille, chocolat, peu importe. Mais en tout cas, je prenais une boisson protéinée pour vraiment essayer tout de suite de me remettre un petit coup de jus parce que forcément, j'avais perdu beaucoup d'essence dans le moteur. Mais sinon, après, je buvais beaucoup. J'essayais de boire 1,5 litre après chaque match, chaque entraînement, boire 1,5 litre ouais, par petite gorgée. En fait, c'est une question vraiment d'habitude. Au début, c'est dur. Au début, on n'a pas soif, quoi, donc on ne boit pas. Et en fait, dès lors que vous arrivez à changer votre habitude par rapport à ça, vous verrez que vous buvez là, comme ce que je fais là de temps en temps. Là, je bois par habitude. J'ai pas soif, mais je bois de temps en temps, à chaque fois, par petites gorgées comme ça. C'est plus facile de boire par petites gorgées toutes les 5-10 minutes, voilà, que de boire 1 litre en une fois, quoi. Je ne sais pas si vous avez passé des contrôles anti-doping dans votre jeune carrière encore, mais quand on nous demande après un match d'avoir un contrôle antidopage et de boire 1 litre, là, c'est vraiment dur, quoi. Boire 1 litre comme ça en 10-15 minutes, là, c'est un peu dur. Donc, je vous dis vraiment, essayez de prendre cette habitude rapidement là dans votre carrière. C'est pour ça, je sais pas si, je vois pas très bien, mais je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui a apporté sa petite bouteille ou sa petite gourde d'eau là. Vraiment, ça, c'est anodin. C'est encore une fois, ça fait partie du travail de l'ombre. C'est des trucs que vous ressentez pas, vous ressentez pas qu'en fait, l'hydratation, ça influence vraiment votre organisme et votre énergie et la récupération aussi. Mais il faut vraiment essayer de prendre cette habitude rapidement, d'essayer d'avoir toujours voilà, de l'eau sur soi et de boire régulièrement. Pas des grandes quantités, mais régulièrement. Voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est vrai que j'essayais de boire 1 litre, 1,5 litre après chaque entraînement, chaque match. Et je vous dis, une petite boisson végétale aussi après chaque effort. Ok, super, super intéressant. Je te laisse continuer. Après, pour compléter,
il y a aussi également beaucoup d'eau dans les fruits. Donc, pour les personnes aussi qui sont plus à l'aise, voilà, il ne faut pas négliger l'alimentation parce que vous avez aussi une part d'eau forcément dans votre alimentation. Donc, ça peut aussi apporter un certain complément. Voilà. Alors, je vous ai mis sur cette dernière diapo, on va dire, quelques petits conseils qui découlent justement des erreurs à ne pas commettre vues précédemment. À savoir ici que lorsqu'on se retrouve en fait à gérer une blessure, l'idée c'est de savoir s'occuper, de savoir, on va dire, occuper son esprit pour pas justement ressasser sa blessure et pas rentrer dans une spirale négative par rapport à ça. Au contraire, justement, vous pouvez en profiter quand vous êtes à l'arrêt pour avancer dans vos activités, comme par exemple vos cours, on va dire, mais aussi sur d'autres domaines, d'autres activités qui vous passionnent. Moi, personnellement, à chaque fois que je me suis fait opérer d'un genou, j'ai réussi à me reconnecter en fait de façon beaucoup plus studieuse, on va dire, pour avancer notamment dans l'obtention de ma licence en STAPS, j'ai également aussi profité de cet arrêt pour m'adonner, on va dire, à des sports dont j'avais pas l'habitude forcément de faire et qui me plaisaient, comme le badminton. Alors bien sûr, j'étais assise, j'étais pas debout, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai fait aussi beaucoup de natation, beaucoup de courses à pied aussi après un laps de temps. Mais c'est vrai qu'après il faut aimer le sport. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de transformer justement ces périodes d'arrêt en périodes bénéfiques pour faire un petit peu d'autres passions et changer un petit peu notre quotidien. Ça rejoint l'idée en fait qu'il ne faut pas s'isoler, car forcément quand on est blessé, on est un peu coupé du monde, on n'est plus au contact de l'équipe, de nos coéquipières, et on a tendance à se refermer un petit peu sur soi. Or, pour gérer en fait cette période, on va dire, de mise à l'écart, mais surtout avoir de l'énergie, en fait, être frais mentalement pour revenir, il faut réussir, on va dire, à bien s'entourer pour justement changer les idées. Ensuite, j'ai mis renforcer ses points forts et progresser sur ses points faibles. C'était le cas notamment pour moi lors de ma première en fait rééducation des croisés que j'ai passée à l'INSEP, où les entraîneurs nationaux de l'époque m'avaient en fait, ils avaient eu ce discours et ils tenaient absolument à ce que j'assiste à tous les entraînements en fait comme une joueuse qui pouvait s'entraîner. Et j'étais sur le côté et j'avais des séances en fait individuelles de travail sur les fondamentaux. Donc sur les lances avec ballon, la passe, le tir aussi, l'analytique. Et en fait, c'était des exercices qui suivaient aussi ma progression physique. Bien sûr, au début, je faisais les exercices assises, après debout, après en marchant, après en courant. Ça suivait vraiment mon protocole de préparation physique et c'était ça faisait un peu 2 en 1 parce qu'en fait, ça me faisait autant progresser physiquement que techniquement. Donc, je perdais vraiment pas de temps. Au contraire, justement, je profitais de cette période d'arrêt pour progresser sur, je vous dis, soit les points faibles, soit renforcer les points forts. Donc, j'arrivais vraiment à optimiser cette période pour progresser techniquement et puis aussi avancer physiquement, on va dire. Ensuite, je pense qu'apprendre en fait à être, je vous ai mis à l'écoute de son corps, c'est comprendre aussi pourquoi on s'est retrouvé peut-être dans cette situation. Ça peut également vous faire grandir plus vite et prendre conscience en fait de certaines choses. Voilà. Peut-être que forcément je me suis sentie fatiguée, j'ai pas respecté la durée de sommeil, j'ai mal mangé. Voilà, c'est des feedbacks que vous pouvez avoir vous personnellement sur ces périodes-là quand vous vous retrouvez en période de blessure. C'est ces petits moments où vous pouvez être à l'écoute de votre corps et savoir aussi pourquoi vous êtes peut-être retrouvé dans cette situation. Et enfin, je vous le disais, donc, pensez à communiquer aussi avec le staff médical, ça peut être aussi un psychologue, un préparateur mental, le staff technique ou encore vos proches. Car pour moi, ça a une importance vraiment particulière pour faire en fait un peu le deuil de sa blessure et pouvoir reprendre aussi en pleine possession de ses moyens physiques et surtout
psychologique. Voilà. Donc, pour résumer, pour moi, je vous ai mis 3 mots d'ordre qui sont nécessaires dans la gestion d'une blessure, la patience, la discipline et l'écoute. Et je finirai par dire que finalement, en fait, je vous ai mis gérer une blessure, c'est réussir à se servir vraiment de ces obstacles comme un véritable tremplin pour grandir, en fait, en tant que femme et homme, et progresser et rebondir surtout à tous les niveaux. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention et voilà, s'il y en a qui ont des éventuelles interrogations, on peut en discuter. Est-ce que tu peux retirer ton partage d'écran? Comme ça permet de voir en plus grand écran. Alors, attends. C'est parfait. Bon, est-ce que vous avez des questions particulières sur ces aspects-là? Tu disais qu'il y en avait qui s'étaient blessés, c'est ça, David? Oui, beaucoup. En tout cas, dans la période, ça c'est une certitude. Après, par le passé, oui. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un peu la manière dont ils ont géré la blessure? Non, ça non. Il y a une jeune fille qui s'est fait une entorse à la cheville, mais qui ne souhaite pas partager. Il y en a d'autres qui veulent partager et à qui ça, en tout cas, les parties ou une des parties qu'a évoqué Camille nous ont fait écho. Alors, vas-y. Essaie de parler plus fort pour qu'elle puisse entendre. Trois ans, ok. 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 Et donc là, en revenant dessus, qu'est-ce que tu aurais aimé faire alors? En tenant compte des quelques recommandations, conseils que Camille vient de partager. Ok, on parlait. Ok. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, faut avoir la démarche d'en parler. J'ai pas entendu, David, j'entends pas, ouais. Pour te résumer, en fait, suite à si j'ai bien entendu et bien compris, une fracture, cassure de l'épaule droite. Au retour de cette blessure-là, après sa rééducation, il a eu une tendinite, c'est ça, au coude droit. Et donc moi, je lui posais la question, qu'est-ce qu'il aurait aimé justement changer à posteriori maintenant s'il devait revivre cette situation-là. Et ça aurait été d'en parler avec les entraîneurs ou le staff médical en présence pour être conseillé, guidé. Moi, ça tombe bien parce que ça fait le rebond avec une autre question. Quelle relation, toi, durant tes blessures, tu as instauré avec justement le staff médical et les entraîneurs? Tout à l'heure, tu parlais du fait notamment de ne pas cacher la blessure, d'en parler autour de soi, de ne pas s'isoler. Comment ça s'est passé pour toi, justement? Moi, en tout cas, j'ai toujours été à l'aise avec le staff médical et ils ont toujours été en fait bienveillants. Je pense que vous avez de la chance d'être dans des structures où les gens autour de vous, je pense ils sont bienveillants avec vous. Ils comprennent aussi les problématiques d'un sportif de haut niveau à votre âge, à votre jeune âge. Et souvent, comme je vous dis, en fait, on a souvent envie de cacher les blessures parce que on n'a pas conscience, en fait, à votre jeune âge, des conséquences que ça peut avoir après sur votre future carrière. Et là, tu l'as dit, bon, bah, toi, c'est peut-être, on pense toujours que c'est la malchance. Je me suis fracturé l'épaule, c'est la malchance. Je me suis tordu un genou, c'est la malchance. Et en fait, plus vous allez avancer, je pense, et c'est pour ça que là, bon, j'espère que mon intervention vous aura fait gagner en tout cas un petit peu de temps. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre qu'en fait, tout votre travail et tout l'investissement que vous allez faire en dehors des entraînements, il est primordial et il va influencer la manière dont vous vous entraînez.
Et donc la récupération, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps sur la récupération. Vous ne pouvez pas vous permettre de bannir en fait l'un des 4 piliers en fait. Il faut vraiment essayer de prendre conscience dès à présent que toute l'énergie que vous allez mettre à cet égard, ça va être bénéfique sur le terrain. Moi, la relation que j'avais, pour en revenir à la relation que j'avais avec le staff médical, je vous dis, bien sûr, je ne vais pas vous le cacher, bien sûr qu'ils communiquent avec le staff technique. Normalement, c'est leur devoir. Ils doivent se tenir informés, en tout cas vos entraîneurs, de vos petits pépins physiques, musculaires. Mais ils ont quand même un devoir de confidentialité. Donc, ça veut dire que après, c'est un échange que vous devez aussi avoir avec eux. S'il y a des situations qui vous mettent mal à l'aise, il faut pas avoir peur, en tout cas, de leur en parler en toute honnêteté, voilà, en toute transparence, et de leur dire que voilà, bon bah oui, peut-être, je sais pas, quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise. Je me suis blessée en sortant de mon lit, voilà, je suis embêtée, je sais pas trop comment en parler avec mon staff, à mon entraîneur, peut-être que c'est déjà arrivé là-bas. Mais je me rappelle que par exemple une NDNMIM, elle s'était blessée en sélection en se réveillant le matin, quoi. Et c'est vrai que au début, on se retrouve dans cette situation-là, ça fait un peu rire, mais bon, on préférait se blesser sur un terrain, quoi. Et pour ça, c'est vrai qu'avec vos entraîneurs, vous n'avez pas les mêmes relations qu'avec votre kiné ou votre docteur. Et donc, de passer par le staff médical, je pense que ça peut être aussi judicieux pour justement vous mettre un petit peu plus à l'aise. Voilà. Je sais pas la relation que vous avez avec eux, mais en tout cas, voilà, ils sont là pour vous protéger aussi, mais aussi pour vous faire grandir. Donc, voilà, quand on se blesse, c'est aussi une forme un petit peu de leçon sur nous et de la façon dont on vit aussi la blessure. Et surtout, je dirais, c'est le chemin, comment on répare et comment on retourne sur un terrain. Voilà. Donc, pour ça, les spécialistes, hein, c'est leur taf, hein, aux docteurs, aux kinés, aux ostéos, de mettre, on va dire, de regrouper toutes les conditions favorables à votre prise et d'optimiser justement la récupération. Donc, il ne faut pas avoir peur justement d'avoir cette démarche, si vous n'êtes pas à l'aise avec le staff technique, d'avoir cette démarche et d'aller voir les kinés qui peuvent, eux, relayer après les informations à vos entraîneurs. Ça a généré un petit peu d'émotion après, de communiquer de la relation avec le staff. Il y en a qui se sont blessés de façon un petit peu humoristique, on va dire. Je ne sais pas, eux peuvent répondre. Okay. Il y a un jeune garçon qui s'est cassé l'épaule en roulant sur un rodin de bois. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Hein. J'ai eu l'occasion de pouvoir avoir Zachary Rizaché. Je ne sais pas si ça vous parle. Un jeune joueur là, qui commence à émerger à haut niveau. Il joue à l'Asvel actuellement. France de jeunes. Et un réveil, impossible de s'entraîner. Vous savez comment il s'était blessé? Qu'est-ce qu'il s'était fait? Et dans la nuit, il s'était fait un torticolis. Vous savez comment? Oui, exactement. En fait, il s'est bloqué la tête et les cervicales en s'endormissant devant son portable, mais sans être aligné. Ça paraît stupide, bête, comme blessure. Mais tout ça pour vous dire que c'est aussi derrière la relation que vous allez créer avec le staff, qui va permettre de gérer au mieux ces situations. Parce que je peux vous laisser imaginer, vous allez imaginer ce que vous voulez, la réaction du staff technique, par exemple. Mais le plus important, c'est de pouvoir essayer de réunir les conditions pour que le joueur se sente à l'aise, confiant pour pouvoir communiquer ces types de blessures-là. Moi, j'avais une dernière question, Camille, parce que je vois le temps de tourner et puis on va pouvoir accueillir le deuxième groupe. Bon, malheureusement, tu t'es blessé très tôt avec une blessure très sérieuse, rupture des ligaments croisés. Faut savoir en termes de durée d'opération, de rééducation, de réathlétisation, il faut compter 9 mois environ, donc c'est quasiment une saison blanche. Moi, savoir, est-ce que ça avait un petit peu interrogé, modifié, changé tes objectifs ou l'approche de ton projet ou de ton double projet? Il y a 15 ans, est-ce que tu t'es interrogé sur
concrètement, quelle suite tu veux donner à ton projet basket et à ton projet, en tout cas, en lien avec l'accès vers le haut niveau. C'est vrai qu'à votre âge, moi, j'avais beaucoup de rêves. J'avais beaucoup de rêves, beaucoup d'objectifs. J'étais quelqu'un qui, voilà, qui écrivait tous mes objectifs personnels, là où je voulais aller, à quelle heure, à quel âge. J'avais vraiment mon plan de carrière qui était déjà établi, même à votre âge. Et c'est vrai que cette blessure à 15 ans, en fait, quand on se blesse à 15 ans, on ne sait pas trop, personne ne sait ce qui va se passer derrière. Moi, quand je vais voir le docteur et qu'il me dit vaut mieux arrêter le basket, bon, bah, à 15 ans, je l'écoute, je me dis voilà, c'est fini. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à rebondir. Et je pense que depuis cet âge-là, j'ai évité de refaire des plans sur la comète. J'ai vraiment vécu un petit peu plus au jour le jour. J'avais encore des rêves et des objectifs. Hein. Je dis pas que tout s'est arrêté à ce moment-là. Et il faut en avoir pour justement booster un petit peu votre carrière et votre motivation. Mais je dirais que j'étais plus focalisée sur le moment présent et sur l'instant présent en évitant de penser à dans un an, dans 3 ans, dans 10 ans. Ça m'a fait un petit peu plus redescendre sur terre. Et je dirais que inconsciemment, en fait, inconsciemment surtout, en fait, inconsciemment, j'étais beaucoup plus investie dans mon double projet. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui, de par mon éducation, hein, qui a été qui est vraiment attiré par le besoin d'apprendre et la formation, l'école et les études. Donc, j'ai jamais, après le bac, j'ai jamais arrêté mes cours. Hein. J'ai enchaîné direct après l'INSEP en signant mon premier contrat pro. Je me suis inscrite en STAPS. Alors, bien sûr, j'ai étalé mes études. Donc, une licence, c'est 3 ans, je l'ai faite en 5 ans. Un master, normalement, c'est 3 ans, je l'ai fait en 5 ans. Donc, j'ai étalé mes études grâce aux dispenses d'assiduité et à tous les avantages qu'on peut avoir quand on est sportif de haut niveau. Mais je dirais que depuis ma première blessure, à 15 ans, bon, bah voilà, on se dit, demain, tout peut s'arrêter. On ne sait pas de quoi est construit l'avenir, en tout cas pour nous. Et c'est vrai que d'avoir aussi une bouée de sauvetage à côté, donc les études. Mais je ne dis pas que le diplôme en soi, c'est aussi d'avoir un autre centre d'intérêt sur lequel on peut aussi se rattacher, avoir un autre groupe aussi de personnes qu'on peut côtoyer, avoir un autre rythme de vie et une autre routine nous permet aussi de, bon, bah, quand le jour où ça arrive, quand on se blesse gravement, parce que là, quand vous êtes jeune, on est encore dans la structure, tout va bien. Quand on est pro, on peut aussi perdre des contrats, en fait. Je me rappelle que mon deuxième croisé, je me blesse à 18 ans, je suis à Valenciennes. J'ai Montpellier qui m'appelle, j'ai Bourges qui m'appelle, Pierre Vincent, Valérie Demory, Dumerc, Edwige Lawson. À 18 ans, je pouvais pas choisir. Et je me blesse sur le dernier match de la saison en demi-finale de championnat de France. Dernier match contre Montpellier. Je devais rencontrer les dirigeants de Montpellier d'ailleurs à l'époque, à l'issue du match. Il y avait ma famille qui était là. Je me blesse. Et là, trou noir, quoi. Parce que j'ai pas fait mon choix avant. Je pense que ça m'a aussi, quand je vous dis, il y a des facteurs qui influencent. Je pense que le fait aussi d'avoir été sous stress, ça a peut-être généré aussi ma blessure. Qui sait. Mais le fait de ne pas avoir choisi, bah, le destin a choisi pour moi, on va dire. Et donc là, blessure des croisés à 18 ans. Donc forcément, Bourges et Montpellier, bah, ils raccrochent le téléphone, quoi. Donc c'est fini. Et puis retour à la case départ à Nantes. Après, je dirais que dans ma malchance, j'ai toujours eu un club qui m'a toujours rattrapé. Donc j'ai eu quand même la chance à 18 ans de quand même rester en première division et de signer à Nantes. Donc j'ai toujours eu de la chance on va dire, ouais, dans ma malchance d'avoir toujours un club qui a cru en moi. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde pareil. Et je vous dis, là, on n'est plus jeune, on est professionnel. C'est notre salaire, c'est notre métier. Ça devient notre métier. Et donc, quand on se fait le deuxième croisé à 18 ans, ben, on peut se dire, c'est fini. Demain, on est au chômage. Et comment on va faire pour gagner un petit peu d'argent, quoi. Donc, c'est toujours bien. Et c'est pas un discours de grand-mère ou de maître d'école, mais je vous dis, c'est toujours bien d'avancer dans les études et de garder aussi un certain bagage parce que on est sûr de rien. Quand vous démarrez votre carrière de haut niveau, on est vraiment sûr de rien et de ce qui peut nous arriver le lendemain.
Donc voilà pourquoi même si les études, ça ne correspond pas à tout le monde et ça ne plaît pas à tout le monde, c'est important aussi d'avancer à son rythme. Dernier mot, dernière question? Non, c'est OK. Bon, mais écoute, encore une fois, merci pour tous les messages que tu as pu partager auprès des jeunes. Je pense que c'était de précieux enseignements. Donc, on va voir surtout maintenant, le plus important, c'est comment vous allez vous approprier par rapport à vos besoins, les différents conseils sur notamment la manière de gérer une blessure et la récupération. On va pouvoir te laisser prendre une petite pause. L'idée, on va décaler un petit peu, de reprendre à 5h35. Comme ça va te laisser 10 minutes le temps de switcher. Et puis, voilà, encore une fois, merci. Les jeunes, je vous laisse repartir. Et puis, on va stopper l'intervention. Merci à vous. Bonne continuation.